Et nous sommes en direct. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes nombreux. Nous n'avons pas le retour du nombre de personnes qui nous regardent. Donc nous sommes deux ce soir pour vous présenter et pour parler de devenir ingénieur, apporter des réponses et des solutions aux problématiques sociétales actuelles. Et je vais donner la parole à Florence pour qu'elle se présente et je me présenterai ensuite. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Florence Gabory. Moi, actuellement, je suis entre deux postes. Je viens de finir une année comme ingénieur en hydrologie à l'IRD à Marrakech et je vais commencer un poste en janvier en logistique chez Michelin. Et donc, j'ai été diplômée il y a un an d'un double diplôme des mines de Paris et d'AgroParis. Et donc, moi, je suis Philippe Despassé, je suis directeur d'une école d'ingénieurs, donc de Polytech Nantes. Et je suis également donc le président de la commission formation et société, donc de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Donc, nous allons passer une demi-heure en votre compagnie. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez en direct au fur et à mesure qu'elles vous arrivent. Hein. On les verra s'afficher sur un chat et on les prendra dans l'ordre d'arrivée. Et bien évidemment, vous pouvez aborder tous les sujets qu'il vous plaira dans le thème que j'ai cité tout à l'heure. Donc, au niveau du titre de cette conférence, il y a deux aspects. Il y a d'abord ingénieur au féminin, et devenir ingénieureux, et qui est le thème un peu du forum de ce soir. Et le deuxième point, ce sont les problématiques sociétales. Alors, sur le premier, ingénieur au féminin, j'ai d'abord donné et faire état d'un certain nombre de constats. Alors, le premier constat que l'on peut faire au niveau des métiers d'ingénieur ou de l'ingénierie, enfin des métiers d'ingénieur et des écoles d'ingénieurs, nous sommes 200 en France, on manque d'ingénieurs aujourd'hui en France. On ne diplôme pas suffisamment d'ingénieurs par an en France. Il manque de l'ordre de 10 000 ingénieurs par an en France. Donc, ça veut dire que globalement, si vous décidez de faire de suivre une formation d'ingénieur, c'est le plein emploi. Il y a forcément des débouchés derrière. Il y a forcément une formation qui va vous convenir et vous trouverez forcément une activité au niveau de la société pour mettre en pratique tout ce que vous aurez appris au sein de nos écoles. Le deuxième constat, il y a de l'ordre de 47% de jeunes femmes qui suivent des études scientifiques qui prennent des options scientifiques au niveau du baccalauréat, donc en terminale. Ce que l'on voit après dans nos formations d'ingénieurs, c'est que globalement, ces jeunes femmes ne sont plus que 27% dans les écoles d'ingénieurs, et c'est un chiffre qui est à peu près constant, entre 27 et 28%, depuis à peu près 2012. Donc, on était passé de 5% dans les années 70, on a eu une progression linéaire jusqu'en 2012, et là, on stagne un peu. Et donc, dans la profession, si on regarde maintenant du côté, une fois diplômés, il y a 22% de jeunes femmes qui sont en poste d'ingénieur au sein de la société. Et donc, par rapport à ça, suite à ces deux constats, on peut en dresser un troisième, par rapport à l'ensemble des actions que nous avons pu mener, des études qui ont été faites. Hein, c'est un domaine qui est assez documenté. C'est qu'on se rend compte qu'on a une approche relativement sexuée des métiers dans le choix des filières. Donc, il y a des métiers qui sont plutôt genrés. Et on a une influence très forte des stéréotypes de genre, premièrement. Deuxièmement, on a une autocensure par rapport à certaines filières des jeunes femmes. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle potentiellement l'existence encore aujourd'hui d'un plafond de verre. Mais et là Florence pourra nous en parler tout à l'heure, c'est qu'on essaye bien évidemment de le redire. Et en plus, ce que l'on peut dire, c'est que le métier ingénieur, dans l'imaginaire collectif, c'est globalement un métier, à part certains domaines tels que la chimie, la biologie ou l'agronomie, qui est plutôt genré ou plutôt typé masculin. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Florence parce que voilà, vous l'avez compris, elle vient de finir ses formations, elle va rentrer en tant qu'ingénieure en 2022 dans son premier emploi. Donc de nous parler de comment elle a vécu sa scolarité en tant que jeune femme dans une école d'ingénieur. Et ensuite, à quel moment elle a eu envie de faire ces études-là, quelles ont été éventuellement les difficultés,
barrières. Et après ça, il y a globalement une première question, on la prendra bien évidemment ensuite. À toi, Florence. Ton micro, Florence, ton micro. Pardon. Merci Philippe pour ce rappel de quelques faits. Déjà, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait souligner, c'est que j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir été éduquée par des parents et notamment un père qui m'a élevée comme mon frère. Et ça a joué beaucoup. Et donc j'ai constaté au fur et à mesure de mes études beaucoup de choses qui me semblaient absurdes de la part de mes camarades féminines, comme autocensure, blocage, etc. Je voulais rappeler d'abord que le cerveau d'une femme et celui d'un homme, et biologiquement, ça a été étudié par des neurophysiciens. Il y a Catherine Vidal qui travaille là-dessus. Ce sont les mêmes et a priori, il n'y a aucune raison pour laquelle une femme ne pourrait pas faire le travail d'un homme. Alors évidemment, pour beaucoup, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question en fait. Et moi, j'ai eu beaucoup de jeunes femmes et garçons qui m'ont fait la remarque en disant les femmes ne sont pas faites pour faire les maths. Encore aujourd'hui, donc je voulais le rappeler. Et ensuite, il y a pas mal de freins qui vont venir, comme l'a dit Philippe, de vos profs qui vont essayer de vous décourager, de choses où on va peut-être favoriser des qualités comme le travail chez une femme. Moi, je sais que j'ai fait une prépa et c'est un cursus assez intense et il faut être assez sûr en prépa de son talent. Et en fait, vous êtes talentueuse. Alors, le travail est toujours très important. Mais c'est vrai qu'en terminale, moi, j'ai un souvenir les garçons qui étaient 10e de classe, on disait qu'ils avaient un talent fou en maths, et les filles qui étaient 2e de classe étaient très travailleuses, ce qui pose souci. Donc, mesdemoiselles, si on vous dit que vous êtes travailleuse, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas talentueuse. C'est important de le rappeler aussi. Et en fait, si vous êtes travailleuse, c'est très bien, parce que c'est ce qu'il faut pour réussir dans des études scientifiques. Donc, il faut un peu le rappeler. Et puis après, moi, j'ai pas mal réfléchi avant cette table ronde. Il y a certains obstacles et il y a des blagues qu'on vous fait qu'on ne fera pas aux garçons. Et ce serait mentir de dire que c'est tout pareil une fois qu'on est en cursus prépa école d'ingé. Et là-dessus, je pense que c'est très important de savoir à l'avance quels vont être ces obstacles. Et pour ça, venez à ce genre de conférences et entourez-vous par des associations qui sensibilisent sur les métiers d'ingénieur. Parce que si vous savez ce qui vous attend, si vous avez une idée très précise, c'est pas très grave. Et une fois que vous dépassez ces obstacles, la société a des stéréotypes de genre, quel que soit votre métier, en fait. Et vous serez peut-être plus à l'aise et mieux placé si vous partez en filière ingénieur pour faire ce que vous voulez, que dans d'autres filières où vous n'aurez pas forcément le même accès au pouvoir, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on dépasse ces obstacles, c'est quand même des métiers qui sont intéressants, qui permettent d'avoir de l'impact. Et moi, je vais peut-être finir là-dessus sur mon parcours. J'ai fait une prépa parce que j'aimais les maths et que je ne savais pas trop ce que je voulais faire à la fin du lycée. Et j'ai fait une école d'ingénieur parce que je voulais changer le monde. Et étant petite, je voulais vraiment changer le monde. Et je me suis dit, bon, en fait, ça, c'est une des filières où je vais pouvoir avoir une voix et avoir un terrain de jeu pour essayer de changer des choses. Alors, je ne change pas le monde au quotidien, évidemment, on fait chacun ce qu'on peut à son échelle individuelle, hein. Mais c'est quand même des filières où on peut avoir de l'impact et créer des solutions. Alors là, je pense que c'est le moment de prendre des questions. Oui. Je n'arrive pas à les reparler. On va prendre il y a deux questions, donc n'hésitez pas à compléter les questions. Donc la différence de salaire, la question de Marily. Donc la différence de salaire en fonction du genre est une réalité en ingénierie. Oui, là il y a aussi des statistiques. Aujourd'hui, globalement, une femme, mais il n'y a pas qu'en ingénierie, une femme est payée mieux qu'un homme. Donc après ça, la différence. Florence, est-ce que tu peux justifier? Là-dessus, moi je sais que l'APEC fait des formations là-dessus, sur les écarts de salaire entre les cadres ingénieurs. À diplôme égal et même poste, même entreprise, je crois qu'on commence à 3 000 € de différence de mémoire. C'était il y a quelques années. Donc, allez vérifier, mais l'APEC a fait des études. Et en fait, ils n'ont pas que fait la stat, ils ont été regarder les causes et c'était beaucoup des questions de négociation salariale. C'est que les femmes ne négocient pas le salaire alors que les hommes le négocient. Et donc là-dessus, pour être prise au sérieux, en fait,
vous n'avez pas besoin d'être prise au sérieux. Allez-y, au culot. Certains ne vont pas vous prendre au sérieux, mais dans tous les cas, pour cela, c'est faux. Et faut pas se poser trop de questions parce que si vous êtes dans un endroit en tant que femme, que vous arrivez à négocier un truc, c'est que vous le méritez et qu'on vous le doit. Parce que de base, en fait, on a tendance à sous-négocier un peu. Ouais. La deuxième partie de la question, c'était comment être prise au sérieux par un secteur essentiellement masculin. Moi, je pense qu'il ne faut pas que vous vous posiez de questions. Globalement, vous allez être formé, vous allez être ingénieur. Vous allez avoir les mêmes compétences que votre copain, que la personne, l'homme qui a assis à côté de vous sur les bancs, sur la chaise de l'école, la personne qui va avoir le diplôme. Donc, vous n'avez pas à vous poser cette question comment être prise au sérieux. On doit vous prendre au sérieux. Et si lors d'un entretien, on ne vous prend pas au sérieux ou que vous trouvez que l'entreprise ne vous prend pas au sérieux, vous inquiétez pas. Il y en a aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent les femmes au sérieux, qui en ont besoin, qui veulent en recruter. Donc, changer d'entreprise, c'est juste qu'elle ne, excusez-moi du terme, elle ne vous mérite pas. Point. Mais c'est pas à vous de vous remettre en cause, c'est à l'entreprise de se remettre en cause. La question suivante, c'était quels sont les secteurs qui recrutent le plus d'ingénieurs au féminin? Je ne vais pas dire qu'il y en a. Florence. Tous. Franchement, dans tous les secteurs, il manque de femmes et après, je ne sais pas là où vont le plus de femmes, mais c'est pas forcément une question, c'est plus une question de là où les femmes s'orientent. Yep, je prends la question suivante. Elle est pour toi, Florence, parce que c'est marqué une question pour Florence. Hein. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile lors de votre parcours? Alors, je pense ce qui m'a le plus cassé en termes de confiance en moi, c'est le moment où, en dernière année d'école d'ingénieur, en visite d'usine, mes camarades garçons, quand une femme ingénieure parlait, commentait ses fesses ou ses yeux à la sortie de la visite. Et je me suis dit, zut, même quand je serais super stylée et que j'aurais 50 ans et que je présenterais mon métier trop stylé à des étudiants, en fait, je serais vue comme une image. Et puis après, c'était ensuite en stage, moi j'ai eu des expériences aussi de blagues assez sexistes et ça a été assez compliqué de s'attacher. Mais là-dessus, je rejoins Philippe. Enfin, vous pouvez partir, vous pouvez faire il y a du whistleblowing qui se développe dans la plupart des endroits, entreprises ou alors secteurs. Vous pouvez le dire, vous serez normalement écouté. Et sinon, il y a des associations qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et là-dessus, si on a encadré, en fait, allez dans des entreprises qui vous méritent et des écoles qui vous méritent. Il faut juste s'informer avant. Et si ça vous arrive, être encadré par femmes ingénieurs, CDFI, etc. Enfin, il y a beaucoup d'assos pour vivre ça correctement. Philippe, ton micro. Oui. Qu'est-ce qui nous attend concernant les remarques discriminatoires en école d'ingénieur? Pouvez-vous nous donner des exemples? Est-ce que tu peux juste couper ton micro pendant que je parle, Florence, parce que j'ai un Larsen, enfin j'ai un retour. Donc, je pense que je laisserai, je pense que Florence aura peut-être plus d'exemples que moi. Moi, je voudrais dire juste une chose en tant que directeur d'une école d'ingénieurs. On a dans toutes nos écoles, on mène des actions, ce qu'on appelle autour des HVSS. Donc, harcèlement et violences sexistes et sexuelles. Et pour moi, la tolérance, c'est une tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de remarques sexistes au sein de nos écoles, d'éléments discriminatoires, etc. On sait, comme en entreprise, on sait qu'il y en a encore. On va dire que certaines, pas habitudes, mais voilà, on a encore des choses qui ressortent et on les chasse au quotidien. Et moi, ce que j'aspire de tous mes voeux, c'est qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de focaliser à ce niveau-là, parce que globalement, le problème aura été résolu et tout le monde sera considéré comme étant identique, pareil. Et la remarque qu'a fait Florence tout à l'heure, en se disant, globalement, dans n'importe quel entretien où quand je vais prendre la parole, on va d'abord me considérer en tant qu'image potentiellement féminine, alors qu'un homme, on va se poser d'autres questions que ça. À un moment donné, ça va devoir s'arrêter. Et donc là, ça sera... globalement, c'est une responsabilité qu'on va porter tous individuellement et collectivement. On va devoir déployer des actions pour une société qui soit plus inclusive et plus égalitaire, quelle que soit la diversité ou quelle que soit l'égalité qu'on va chercher à atteindre. Et ça, pour moi, il n'y a pas de... Voilà, il faut jamais arrêter, il faut toujours continuer par rapport à ça.
Si tu veux donner… Alors, bah, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école où on est pris par concours, donc en niveau de maths, physique, etc. On a tous passé le même concours, donc ça posait pas forcément souci. Après, je sais que dans les ateliers de mécatronique, moi, j'ai jamais réussi à porter une scie sauteuse sans qu'un garçon me demande si ça allait aller. Et il y a encore, mais comme dans tout le reste de la société, parfois on prend des remarques comme ça. Et après, je pense que c'est des remarques et le harcèlement de rue, et ça dépend vraiment des gens que vous rencontrez, mais ça, c'est quelque chose qui existe dans toute la société. Et là-dessus, il faut être. En fait, faut faire remonter et être encadré. Et je pense que les écoles d'ingénieurs, en ce moment, prennent conscience que c'est un vrai souci et qu'il faut créer des choses. Moi, je sais que dans mon école, depuis 3 ans, on a fait quand même beaucoup d'instances et on a fait beaucoup, beaucoup bouger de choses. Donc, je parle des mines. Et puis après, j'étais à l'agro en même temps où là, pour le coup, il y a beaucoup de femmes et c'est très militant. Et j'ai vu du coup l'état, j'espère, dans 5 ans de toutes les écoles d'ingénieurs. Et il y avait une vraie tolérance zéro. Et il y a eu un moment, un doute, la personne a été immédiatement exclue et il n'y avait aucun souci là-dessus. Et donc j'ai connu les deux environnements. Donc gardez espoir le moment où vous arriverez en école d'ingé. J'espère que ce sera beaucoup mieux. Et par ailleurs, il y a beaucoup de belles choses aussi à y vivre. Et donc, la dernière question qu'on a, c'est donc toujours pour Florence. Hein. Bonsoir Florence, puis-je vous demander quelles sont ces associations, puisque vous deviez parler d'associations tout à l'heure. Alors, moi, j'ai été avec l'association des alumni femmes de mon école. Donc, c'était Sciences Paris Tech au féminin, qui a plusieurs réseaux d'écoles, mais ça vaut le coup de regarder, en fait, chez les anciens élèves. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont qui ont un peu fait un bout de chemin, qui ont vécu aussi des entreprises où, pour le coup, ce genre de comportement n'est pas accepté dans la plupart des grandes entreprises. Et ils savent que c'est pas OK de faire ce genre de remarques. Et donc, ils peuvent nous donner aussi un aperçu. Donc, les associations alumni, ça peut être une bonne première piste. Ensuite, j'ai été avec Femmes Ingénieurs qui accompagnent beaucoup, qui font de la sensibilisation, qui font énormément d'événements, qui sont très actives. Je crois que Elle Bouge fait aussi pas mal de choses. Et après, je laisse la parole à Philippe qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, en fait, dans les associations hors de mon école. Je pense que globalement, tu as dit l'ensemble des associations qui peuvent ou qui vont accompagner comment dire, des informations qui vont pouvoir accompagner et sensibiliser les jeunes femmes en école d'ingénieur ou avant l'école d'ingénieur ou après l'école d'ingénieur. Donc, il y a Elle Bouge, il y a Femmes Ingénieurs, il y a au niveau des associations des alumni dans les différentes écoles, on va les avoir et elles vont être très actives. Et nous, au niveau de la CDFI, on lance des actions. Hein, on lance deux types d'actions. On a Ingénieuse qui permet donc de récompenser des actions qui sont entreprises dans les écoles vis-à-vis ou en direction des lycées, donc qui soient soit entrepris par un groupe d'élèves, soit entrepris par l'administration des établissements, donc des écoles. On va aussi récompenser donc une femme ingénieure senior et une femme ingénieure on va dire, junior, senior et junior, par rapport à leur engagement dans leur vie professionnelle pour défendre les valeurs de l'ingénierie au féminin. Et on est accompagné donc dans ces actions par un certain nombre d'associations, y compris celles que j'ai citées tout à l'heure, donc l'Agence universitaire de la francophonie, Elle Bouge, Femmes ingénieures, des entreprises qui sont sensibilisées à ces problématiques comme STM Electronics, Talent du numérique, et on va aussi avoir ATC France, le Bureau national des élèves ingénieurs, Campus Chanel, la commission d'éthique d'ingénieurs et les techniques de l'ingénieur qui nous accompagnent pour développer ce concours. Et on a pareil lancé en parallèle une labellisation de certaines actions d'école auprès des écoles, on va dire primaires, et auprès des collèges pour sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi, mais au domaine de la science et à l'ensemble des possibles que l'on peut faire au niveau d'une école d'ingénieur. Et il y a une dernière question avant de passer à la deuxième partie de cette conférence. Donc, avez-vous des conseils pour réussir les concours? Pareil, Florence, c'est toi qui as l'esprit le plus clair par rapport à… Alors, je pense que ça dépend vraiment de beaucoup de gens. Moi, le conseil que je donne dans mon tête-à-tête, et là-dessus, si vous voulez aller plus loin, je pense que vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn, si vous avez, parce que ça mérite peut-être un peu plus de temps. Mais grosso modo, dormir toujours plus d'heures que le nombre de cours qu'on a eu dans la journée.
pense que c'est l'un des plus grands conseils et les prépas, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, faut pas se fatiguer, pas stresser et pas oublier que la vie autour, c'est important aussi et que c'est pas la fin du monde parce que quand on est dedans, on oublie un peu parfois. Et donc là, moi, je parle en tant que directeur. Il y a plein de manières, ou il y a plein de façons d'intégrer une école d'ingénieur. Il y a bien évidemment les concours, hein, les CPGE, ce qu'on a parlé, les classes préparatoires. Il y a des écoles qui vont recruter post-bac avec une prépa interne. On a un certain nombre à ce niveau-là. Et après ça, il y a toutes les passerelles. On peut très bien faire un IUT et intégrer une école d'ingénieur sur dossier sur titre. On peut intégrer une école d'ingénieur après une licence. On peut intégrer une école d'ingénieur après voilà, des études, éventuellement un parcours à l'international, etc. Parce qu'on va avoir des possibilités d'admission sur titre. Et donc, quand vous êtes au lycée, renseignez-vous auprès des écoles, renseignez-vous sur un certain nombre de sites et vous aurez donc globalement des possibilités par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes, par rapport à la manière dont vous vous percevez, par rapport aux conseils que vont pouvoir vous donner vos enseignants, de trouver la voie qui va vous permettre d'accéder à un diplôme d'ingénieur. Donc l'autre point et la deuxième partie donc de ce de cette conférence était donc sur les problématiques sociétales. Donc on avait bien comment en tant qu'ingénieur devenir ingénieur pour apporter des réponses et des solutions aux problématiques sociétales actuelles. Et donc par rapport à ça, pour moi c'est pas compliqué. Je considère que les solutions qu'on va devoir trouver collectivement demain, que l'ensemble de la société va devoir imaginer, va devoir apporter pour résoudre ces problématiques sociétales, on va avoir besoin des ingénieurs et des ingénieurs heureux. Et donc, globalement, moi, je considère donc, désolé pour cette interruption. J'ai eu un problème voilà, il y a eu un problème d'internet. J'ai été coupé. Donc voilà, j'ai réussi à me reconnecter. Donc ce que je disais, c'est que je considère que les ingénieurs aujourd'hui vont apporter ou vont forcément être acteurs des solutions que l'on va apporter à l'ensemble des problématiques sociétales. Et donc, vous allez être, hein, si jamais vous décidez de suivre cette voie-là, les médecins de la planète. Et j'aimerais bien donc avoir l'avis de Florence par rapport à ces éléments-là, surtout que je pense que tu as été engagé dans certaines associations qui étaient en lien avec l'engagement sociétal. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup le terme que tu utilises, Philippe, de médecin. Parce que tout à l'heure, on a parlé des filières où les femmes allaient traditionnellement, et c'est des filières qu'on appelle les filières du care, donc du prendre soin d'eux. Et en fait, je pense que la société commence un peu à se rendre compte qu'il va falloir prendre soin de cette planète. Et dans l'éducation genrée, les filles sont plus éduquées à prendre soin d'eux. C'est pour ça qu'elles vont plus faire médecine, agro, etc. etc. Et
il y a deux manières de féminiser les filières, soit de dire on, on continue comme d'habitude et on encourage les femmes à aller faire de l'industrie lourde, ce qui est très bien, ce qui marche très bien, mais on peut aussi se dire, en fait, on peut faire une industrie lourde qui essaye de réfléchir à être un peu plus durable. Et là-dessus, c'est deux approches. C'est soit on passe dans le plafond de verre en continuant dans le leadership comme d'habitude, des années 60 où tout est pyramidal, on est en compétition et on collabore pas. J'exagère forcément, mais je simplifie forcément, mais c'est pour donner une idée. Soit on se dit, bah, en fait, on arrive à un problème assez massif qui s'appelle le réchauffement climatique et on va devoir faire différemment. Et peut-être qu'aller vers des managements, par exemple, où on collabore, où on n'est pas forcément toujours les uns au-dessus des autres, mais on travaille beaucoup plus en équipe, etc., c'est plus intelligent. Et là, en fait, les études ont montré que plus l'équipe est diverse, plus elle arrive à aller vers du collaboratif et du créatif. Ça, je pense que les grandes écoles au féminin ont beaucoup travaillé là-dessus. Elles font des études sur l'intégration des femmes dans les milieux des entreprises et ce que ça apporte. Et en fait, globalement, si on a des équipes paritaires, elles performent mieux, elles vont plus vers des solutions durables à coût égal, etc. Et elles sont plus créatives. Ça marche pour tous les types de diversité, évidemment. Donc, au-delà d'une question, je pense, de justice et d'avoir autant d'hommes que de femmes, tout le monde a y gagné de cette féminisation de certaines filières. Et puis, il y a certains freins à l'intégration des femmes où, en fait, on se rend compte qu'avec le changement climatique et le Covid ces derniers temps, enfin, les crises qu'on rencontre, ils vont devoir tomber parce qu'en fait, les sociétés évoluent et l'exemple que je donnais, que j'aime bien, c'est que c'est plus possible de demander à un cadre supérieur de faire 4 allers-retours à New York dans la semaine. Parce qu'en fait, les gens commencent à se poser des questions et se dire que l'avion, c'est pas si top que ça. Et en fait, si on n'impose plus au cadre supérieur de faire 4 allers-retours à New York dans la semaine pour aller négocier des contrats et qu'on leur dit vous faites ça en visio, ben les femmes aussi peuvent le faire parce que traditionnellement, les femmes s'occupent plus des enfants. Donc voilà, dans beaucoup de freins à l'égalité homme-femme, on les casse si on essaye de faire des entreprises plus durables. Et donc, l'un va enrichir l'autre, je pense. Je repasse la parole à Philippe s'il veut compléter. Oui, alors je vais compléter. Euh, Même avant d'avoir cette problématique du Covid ou cette sensibilisation au niveau du voyage ou son bilan carbone, moi j'ai toujours considéré qu'une femme avait les mêmes droits qu'un homme pour se déplacer et qu'à un moment donné au niveau de la famille, alors là c'est voilà, je quitte un peu le domaine de l'école, je quitte un peu le domaine de la formation, mais quand vous serez en famille plus tard, en couple, à un moment donné, le partage des tâches doit être équitable et il n'y a pas une personne qui doit se sacrifier pour l'autre. Je le dis bien aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. C'est un partage équitable de l'ensemble des tâches. Et donc, on peut mener dans un couple deux carrières en parallèle voilà, en se partageant les tâches administratives. Il nous reste 2 minutes. Moi, j'aimerais bien conclure par rapport à ça. C'est que, en tant que jeune fille, jeune femme qui vous posez des questions sur qu'est-ce que vous allez faire demain au niveau de votre carrière et potentiellement je peux être ingénieur, c'est que les entreprises, et soyez-en persuadés, ont besoin de l'intelligence, de la sensibilité, du génie et des talents des femmes dans tous les domaines de l'ingénierie. Aujourd'hui, vous n'êtes globalement que 27% dans nos écoles, vous êtes que 22% dans les carrières, dans les postes en tant qu'ingénieur. On ne peut pas se passer de 28% d'une tranche d'âge. On devrait être à égalité parce que vous allez tous avoir par rapport aux hommes des façons d'envisager les résolutions de problèmes qui sont différentes et c'est cette richesse et cette diversité qui nous permettra de trouver les meilleures solutions pour répondre aux problématiques auxquelles on va être confronté demain. Donc venez nous rejoindre, osez, foncez, mais venez nous rejoindre dans les formations d'ingénieurs. Nous avons besoin de vous. Éventuellement 30 secondes, Florence, pour conclure. Pour conclure, c'est ce que j'ai déjà dit, mais allez trouver des réseaux de sororité, d'adelphité pour vous soutenir parce que c'est pas toujours simple. Contactez des gens autour de vous, hommes ou femmes. J'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez me contacter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à poser le plus de questions. Vous ne vous censurez pas. En fait, si quelqu'un vous dit OK, j'ai du temps pour toi, c'est qu'il a du temps pour toi. Et donc, si on vous dit oui, c'est que c'est un vrai oui et que vous êtes capable. Donc, allez-y
ne posez pas trop de questions. On n'entend pas.